Annyeonghaseyo. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui sur mon rooftop pour vous faire ma vidéo questions et réponses. Je vous remercie sincèrement d'avoir posé autant de questions, c'est vraiment très chouette. J'ai décidé pour cette vidéo de m'installer dans un endroit plus ou moins calme et ne pas déambuler dans la rue avec mon stabilisateur parce que je pense que c'est une vidéo un peu plus sérieuse, posée, où je réponds à vos questions du coup. J'ai décidé de le faire ici parce que c'est sympa. D'ailleurs, cette vidéo va sûrement être assez longue, donc le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de prendre un petit snack et de vous installer très confortablement. Petite nouveauté, je ne sais pas si vous l'aurez entendu, mais j'ai un micro. J'ai acheté 2 micros sur Coupang, c'est un site coréen. Voici la bête, magnifique. J'ai une partie de l'appareil que je dois insérer dans mon téléphone et ça fait le lien directement avec ce petit micro qui, je pense, fonctionne assez bien. En tout cas, c'est toujours mieux que mon micro de mon casque qui est un petit peu pourri et très vite saturé. Donc toutes les vidéos que j'ai reçues de votre part, j'ai décidé de les trier en différentes catégories. La première catégorie étant les questions pratiques. Une seconde catégorie étant mon ressenti et mes émotions. Une autre partie aussi sur les questions qui concernent la Corée du Sud en tant que telle. Et une dernière catégorie sur mes projets. J'espère que vous êtes bien installés. On va commencer avec la première question. Tu as déménagé en Corée? Je n'ai pas vraiment déménagé parce que c'est temporaire. En fait, j'ai le visa pour travailler et habiter ici en Corée du Sud pour une durée maximum de 1 an. C'est le PVT, j'en parle dans une de mes vidéos que je mets juste ici. Pour vous remettre dans le contexte, c'est la toute première fois que j'habite aussi loin de chez moi, toute seule, sans aucune aide financière de ma famille. Et en gros, c'est vraiment la première fois où je dois me débrouiller toute seule. Pour tout, pour mon budget, pour mes activités. Alors c'est un sentiment de liberté exceptionnel, donc c'est très chouette. Mais en même temps, trop de liberté, on ne sait pas quoi faire. C'est ce que moi j'ai ressenti au début en arrivant ici. J'ai tellement d'activités à faire que je ne sais pas par quoi commencer. Et aussi, il faut savoir que j'habite assez loin de la Belgique, du coup, parce que c'est 8 heures de décalage. Et 8 heures de décalage, ça se ressent très fort, parce que ça veut dire que j'ai des nouvelles, notamment de mon petit ami, seulement en fin de journée, donc à partir de 17h, 18h. Donc je trouve ça assez difficile, 8 heures de décalage. Niveau budget, ici, j'ai économisé énormément et j'ai travaillé aussi. Depuis que je suis ici, donc depuis mi-septembre, j'ai dépensé sûrement plus de 3 500 € hors loyer. Donc mon loyer qui est à 412, 413 €. Donc tout cet argent que j'ai dépensé, c'est dans la nourriture, les loisirs, activités, le bien-être ou les habits. Je dépense beaucoup d'argent dans les habits. Et aussi la skincare coréenne, comme vous connaissez sûrement, qui est très populaire ici. Oui, donc niveau budget, il faut aussi compter la carte SIM, il faut aussi compter les trajets, parce qu'il n'y a pas d'abonnement, donc on paye chaque trajet. Donc chaque jour, je dépense entre 2, 3, 4 € pour les trajets. Voilà, je trouve que globalement, l'argent part très vite ici. C'est très facile de dépenser son argent, voire trop. Séoul, ici, c'est vraiment une ville qui est forte dans la surconsommation. On a envie d'acheter chaque fois qu'on sort. C'est impossible de faire sans. Et même si le coût de la vie est relativement bas, le fait que je mange au restaurant tous les jours, même si c'est des plats 4, 5, 6 €, au bout du mois, ça revient quand même aussi à un certain budget. Tout ça, c'est à prendre en compte aussi. Tu penses rester combien de temps ici? C'est une excellente question. Mon projet de base, c'était de rester 10 mois. Donc pour éviter les mois de juillet et d'août qui sont les plus chauds et humides, moi je voulais rester de septembre à juin 2024. Ça c'était le plan initial, mais vous vous doutez que ce n'est pas le plan final. J'ai pris la décision de rentrer plus tôt pour diverses raisons que je vais vous énumérer. La première, c'est que je dépense beaucoup trop d'argent et j'en gagne clairement pas assez. Ça risque de me porter préjudice à long terme. Le but du PVT, c'est avant tout de voyager tout en me permettant de gagner un revenu. Toutefois, le revenu que je gagne au restaurant français où je travaille, à Itaewon,
est très très maigre. Bon, par rapport à la moyenne de l'Horeca ici, c'est quand même bien. Je suis payée un peu moins de 10 000 won par heure, donc on va dire 6,50 €, 7 € de l'heure. Sachant qu'en Belgique, pour le même travail, j'étais payée 2 fois plus, ça fait un peu mal. J'ai fait du babysitting aussi. Tout ça pour dire que je ne suis pas ici pour claquer toutes mes économies, mais bien pour réaliser toutes les activités dont je rêvais. Notamment faire des randonnées ici, aller dans les studios photos, faire les traitements pour le visage, notamment l'aquapil, faire le Color Personal Analysis et aussi tout simplement visiter Séoul. Je ne suis pas venue ici pour travailler comme une acharnée pour pouvoir rentabiliser et rester un maximum de temps, sachant qu'en plus, si je travaille, je n'ai pas le temps de voyager à côté. Ah, il y a du vent. Voilà, donc moi je ressens le PVT comme si tu travailles trop, t'as pas le temps de profiter en fait, donc c'est un peu dommage de s'infliger ça. Une autre raison, c'est que je suis déçue. J'adore la Corée du Sud, j'adore la musique, la culture, les K-dramas, évidemment. J'ai eu tendance à enjoliver Séoul, à avoir des attentes particulièrement hautes. Sur les réseaux sociaux, on a l'habitude de montrer tout ce qui est beau, tout ce qui est génial. Oui, on a tendance à croire que Séoul, c'est un truc de dingue, alors qu'au final, c'est une ville comme une autre. Certes, il y a des choses qui sont peut-être mieux à Séoul qu'en Belgique, mais voilà, globalement, je suis un petit peu déçue que j'ai pu voir ici. Quand je compare ça à mon voyage au Japon, je suis allée au Japon en 2018, et bien Tokyo, c'était vraiment ma ville de cœur. J'adore Tokyo. Et j'ai vraiment ressenti Tokyo, par rapport à Séoul, était beaucoup plus authentique. Il y avait beaucoup plus de choses à faire. Séoul, pour moi, ça se résume un peu au shopping, aux restaurants, qui sont certes exceptionnels, et ces centres commerciaux. Séoul me semble un peu vide, un peu fake, pas aussi authentique et diversifié que Tokyo. C'est mon ressenti. Le dernier point, c'est que je me sens très seule. J'ai fait de très chouettes rencontres. J'en parlerai dans une autre question. Mais toujours est-il que je n'ai pas le visa étudiant et donc je rencontre pas du monde aussi facilement que ça en fait. J'ai rencontré pas mal de chouettes personnes dans mon building ou encore à mon travail. Mais tous ces gens-là, en fait, ils ont un visa étudiant et donc, j'ai envie de dire, ils ont une vie. Ils ont des choses à faire, que moi non. La solitude ici à Séoul, elle est ressentie par beaucoup de voyageurs qui voyagent seuls parce que c'est une ville où il y a des chouettes activités à faire, mais c'est des activités à faire à plusieurs. Il y a notamment les restaurants, il y a plein de restaurants, particulièrement les barbecues coréens, qui n'acceptent que 2 personnes minimum. Donc en fait, si tu veux manger un barbecue seul, eh ben tu peux pas. Les activités à faire, il y a aussi les karaokés, les jeux de tir, les jeux d'arcade, mais tout ça, c'est mieux à faire en groupe. Les Coréens ne sont pas ouvertement racistes, mais si tu parles pas correctement coréen, j'ai l'impression qu'il y a des portes qui se ferment. Je m'explique. Tout ce qui est bon plan, les bons spots, les bonnes promotions. Mais en fait, tout ça, si tu parles pas coréen, tu comprends pas en fait. J'ai une anecdote pour illustrer ça. J'ai trouvé sur internet que le dernier mercredi du mois ici à Séoul, c'était le Cultural Day. Ça veut dire qu'il y a certaines attractions qui sont gratuites ou à moitié prix pour promouvoir la culture coréenne. Au Coex Mall, donc c'est un grand centre commercial à Gangnam, il y a un aquarium qui faisait du coup une promotion moitié prix. C'était affiché nulle part, hein. C'est ce que j'avais vu sur mon site. Je me suis dit, bah autant aller voir. J'y suis allée avec une amie, Rita, si tu passes par là. Je t'adore et tu me manques beaucoup. On y est allé vers 15 h. La dame nous a dit que c'était pas possible parce que il fallait attendre 17 h. Donc c'était seulement à partir de 17 h que c'était moitié prix. On se dit ok, on est des gros rats, on n'a pas envie de payer maintenant le prix plein alors qu'on peut payer moitié prix 2 heures après. On attend, on se promène, on fait du shopping, puis on revient à 17 h. Et à 17 h, on voit une collègue à la dame qu'on a eue tantôt. On lui fait comprendre que c'est le Cultural Day et qu'on veut payer la moitié prix. Elle nous dit non. Elle nous demande de payer le prix plein. Il y a une couille quelque part. Sur l'application de traduction Papago, que je conseille parce que c'est une application très pratique ici, et ben je lui fais comprendre, oui, c'est le Cultural Day, c'est moitié prix. Elle me dit non, on se fout de moi là. Là, je me dis, attends, mais sa pote, elle m'a dit tantôt que c'était moitié prix, donc pourquoi elle me ment en fait? J'écris sur Papago, votre collègue m'a dit que c'était moitié prix à 17 h. Et là, directement, 네, 그렇습니다. Et du coup, elle nous fait payer moitié prix à ce moment-là. Donc tout ça pour dire que si on n'est pas coréen, si on ne parle pas coréen parfaitement, eh bien, on peut se faire avoir très facilement.
et on peut louper des bons plans. Ce que je trouve pas cool. Tout ça pour dire, la conclusion de cette question, c'est que je reste jusque mi-janvier ici à Séoul. Certes, c'est beaucoup moins que prévu, mais ça reste quand même 4 mois à Séoul et je pense que j'arrive à les rentabiliser. Tu t'y es prise comment pour trouver un logement? Je l'ai noté vite fait à la fin de ma dernière vidéo YouTube. Je l'ai trouvé sur le site Goshi Page. Comme les Goshiwon, c'est très connu ici en Corée, ils ont créé un site qui répertorie du coup tous les Goshiwon ici à Séoul. Et donc vous avez des photos, vous avez tous les détails au niveau des facilities, voir si vous avez votre douche personnelle, si le Goshiwon il est mixte ou si c'est juste femme ou homme, si vous avez cuisine partagée, enfin bref, c'est un très bon site pour trouver les Goshiwon. Après, il existe d'autres sites aussi pour trouver des endroits où loger. J'en affiche quelques-uns ici. Voilà, mais moi comme je savais que je voulais un Goshiwon, donc le code étudiant, je cherchais sur Goshi Page. Et au final, c'est assez drôle parce que j'ai pas checké vraiment la localisation. Je voulais juste être dans Séoul et au final, je pense que j'ai trouvé la meilleure localisation parce que Hyewa, c'est vraiment un chouette quartier. Il y a plein de chouettes restaurants. J'ai l'université juste à côté de chez moi. Enfin bref, au final, je suis très contente d'avoir trouvé cet endroit-ci. Et voilà. Combien de temps ça t'a pris de tout organiser? J'en ai aucune idée. J'ai commencé à préparer ce voyage fin novembre 2022, donc il y a un an déjà. Et j'ai reçu mon visa fin janvier 2023. Il y a un quota annuel de Belges en Corée du Sud. Je me suis dit qu'il fallait que je fasse la demande de visa en janvier pour éviter que le quota soit atteint. La demande de visa a pris beaucoup de temps parce qu'il fallait récolter beaucoup de documents. En parallèle à l'organisation administrative, j'ai aussi beaucoup utilisé Notion. Vraiment, Notion, c'est la base. C'est pas du tout un sponsor. Peut-être un jour, qui sait. Je remercie mon ami Raphaël, j'ai découvert Notion grâce à lui. Notion, grosso modo, c'est pouvoir organiser toutes ses pensées, toutes ses notes en différents dossiers et sous-dossiers. Je trouve que c'est super bien fait. Je vais vous mettre quelques images ou quelques vidéos. Du coup, pour préparer la Corée du Sud, j'ai fait différents dossiers. J'ai fait des dossiers pour avant mon voyage, pour organiser du coup tout ce qui est administratif, noter aussi toutes les personnes que je dois contacter, ma banque, mon service pour le téléphone, l'abonnement téléphonique, etc. J'ai aussi un onglet quand j'arrive en Corée du Sud, donc c'est tout ce qui est à faire le plus vite possible. Il y a aussi une partie pendant le voyage, c'est la partie la plus construite. J'ai noté beaucoup d'informations. La partie la plus chargée, notamment avec mon dossier trucs à faire. J'ai passé des heures à écrire dans ces dossiers. Parce qu'en fait, je notais des idées d'un peu partout. Des idées que je trouvais sur TikTok, sur Pinterest, sur YouTube. Et ben, je récoltais toutes ces informations et je les rassemblais sur Notion. Puis il y a la partie après pour le retour. Et là, j'ai notamment toutes les idées cadeaux ramenées à mes amis, à mes proches. Au final, ouais, je pense que ça m'a pris des semaines à organiser. Mais maintenant que je suis sur place, je me mets pas la pression. Il fait frais, hein. Ouh, il fait frais. Au final, maintenant que je suis sur place, je sais que j'ai le temps de faire les choses. Je suis pas pressée. Je me dis, ok, tel jour, je travaille. Tel jour, je vais là. Tel jour, je fais ci. Ça me plaît plutôt bien de faire comme ça. Et surtout, là, maintenant que je sais que je pars relativement bientôt, j'essaye de hiérarchiser un petit peu les activités que je veux faire, voir quelles activités je veux faire en priorité et celles que je peux ne pas faire au final. Comment se passe ton apprentissage du coréen? Est-ce que tu prends des cours? Bah les gars, je partais avec comme idée de rester 10 mois ici, donc j'étais là en mode je vais devenir bilingue en fait. J'étais dans l'optique d'apprendre vraiment le coréen, donc j'avais acheté quelques livres, j'avais téléchargé des PDF aussi de livres gratuits du coup, et j'avais commencé à écrire dans un petit carnet tout ce qui était règles grammaticales. Alors l'alphabet, je le connais maintenant, le hangul, et ça m'aide assez bien. Parce que dans certains restaurants, en fait, tout est en coréen. Et donc, il faut se débrouiller. Et comme il y a pas mal de mots qui sont empruntés de l'anglais, en fait, quand tu lis le coréen, tu sais deviner que oh, ben, ça parle de, je sais pas, par exemple, pilates. Ils écrivent pilateux. Et moi, ça parle de pilates, le sport. Voilà, mon objectif, il a changé. Je reste moins de temps que prévu. Je vois plus trop l'utilité à continuer à apprendre le coréen. Je sais me présenter en coréen, me débrouiller un petit peu, surtout qu'à mon restaurant, il y a presque que des clients coréens. Mais voilà, je pense que ça va s'arrêter ici parce que le coréen n'est pas non plus la langue la plus parlée au monde, loin de là. Je vais aller voir sur internet le classement
mondial des langues les plus parlées et voir à quelle place est le coréen, parce que je me demande vraiment. Donc voilà, non, je n'ai pas pris de cours, mais j'ai un ami qui est en PVT ici aussi, Dio, si tu passes par là, coucou. Lui, il a des cours, je pense, du lundi au vendredi pendant 1 heure le soir de 17 à 18, si je ne me trompe pas. Il a payé quand même une certaine somme, genre plusieurs centaines d'euros. Franchement, il se débrouille très bien en coréen, donc je pense que si tu veux prendre des cours, tu peux très facilement ici, mais il faut payer. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui est gratuit pour les cours. Après, ce qui est possible, c'est sur certains sites, rencontrer des Coréens pour pratiquer le coréen avec eux. C'est ce que je voulais faire à la base, mais je ne l'ai pas fait. J'ai pas eu l'occasion en fait. Au restaurant où je travaille, je pratique un petit peu de coréen, mais ça reste quand même du coréen très, très simple. Du style. Ah, 화장실이 여기예요. 저기요, 저기요, parce qu'ils sont pressés, ils veulent qu'on prenne leur commande très très vite. Je suis là, 잠시만요, 잠깐만요. Ou alors, ouais, 감사합니다. J'aime bien leur lâcher quelques mots de français, ils sont contents. Style bon appétit, ils sont là, ah, qu'est-ce que c'est? Oupsi doupsi, je me suis rendu compte en montant la vidéo que j'avais oublié une question assez intéressante qui est: est-ce qu'on peut se débrouiller en anglais en Corée? Et est-ce que les Coréens sont aussi doués que les Japonais en anglais? Pour vous répondre assez rapidement, je pense que les Coréens se débrouillent mieux en anglais que les Japonais, mais ils sont quand même relativement timides, donc leur vocabulaire est assez restreint. Par contre, j'ai quand même été surprise parfois que certains Coréens parlent très bien anglais, donc franchement, ça dépend. Maintenant, on rentre dans la catégorie émotion. Ça ne te fait pas peur d'être aussi loin de chez toi aussi longtemps? Au début, c'était juste effrayant. Vraiment, surtout après toutes les péripéties que j'ai eues pour arriver ici. Je vous renvoie encore une fois à une de mes vidéos. J'ai vraiment pas eu de chance. Je voulais juste rentrer chez moi. C'était juste horrible. J'avais pas de wifi, j'avais pas de 4G, je savais pas contacter ma famille. Enfin, j'étais vraiment seule au monde. Et puis, au fur et à mesure, j'ai eu le wifi, j'ai eu la 4G, donc je savais contacter assez facilement ma famille. J'ai fait des chouettes rencontres ici aussi. Et au final, dans mon Goshiwon, je me sens assez bien. Un peu comme si j'étais chez moi maintenant. Donc ouais, je pense que Internet, ça aide vraiment à rester connecté facilement. Donc comme je vous ai dit, le décalage horaire, c'est pas facile. Mais quand, on va dire, quand tout le monde est réveillé, on sait s'appeler très facilement. Et aussi, je trouve que Séoul, c'est beaucoup moins dépaysant que ce qu'on pourrait penser. Visuellement, c'est pas si bizarre que ça. C'est pas, une fois qu'on sait lire le Hangul, on n'est pas trop dépaysé. Je me suis pas dit, putain, c'est trop bizarre, je veux rentrer chez moi. Tandis que Tokyo, j'ai l'impression que c'était un peu plus fantaisiste, un peu plus crazy, un peu plus original. Autre question, qu'est-ce qui te manque le plus en Belgique? Une bonne frite cervelas. Non, sérieusement, mon copain me manque énormément. Les pâtes et les pizzas aussi me manquent. Même les sushis, parce que premier degré, leur sushi ici, c'est que du riz et un gros morceau de poisson cru au-dessus. Et franchement, j'aime bien le saumon cru, mais pas les autres poissons. Je suis pas super fan, donc moi, ça me manque les petits California, saumon cheese, les trucs comme ça. Ouais, ça me manque un peu. Sinon, à part ça, à part la famille, les amis, mon copain, un peu de bouffe, il n'y a pas grand-chose qui me manque en Belgique. À part si quand même, avoir un salaire décent. Le salaire, c'est aussi en fonction du coût de la vie. Hein, le coût de la vie en Belgique est quand même plus cher, donc forcément, on a un salaire plus haut. Comment se passe ton travail? Le job est physiquement fatigant parce qu'en fait, le restaurant est sur plusieurs étages et la cuisine est au premier étage. Donc en fait, il faut prendre très souvent les escaliers. L'endroit est magnifique par contre, c'est vraiment juste sublime. Je mettrai quelques photos, ça en vaut la peine. Honnêtement, le patron coréen, celui qui possède le bâtiment, il me fait un peu peur. Il a une tête un peu de pince sans rire, c'est-à-dire qu'il sourit jamais. Il est un peu lunatique aussi parce qu'il peut être très gentil et puis être super vénère. Par exemple, je suis en train de travailler et il se promène et je le bouscule. Et puis là, je me dis, putain, c'est la fin, il va me tuer. Je dis, 죄송합니다. Et il me dit, 괜찮아요? Tout va bien, t'inquiète pas. Par contre, une autre fois où il était très vénère, c'est quand le restaurant était hyper bondé et que j'ai refusé 2 personnes. Parce que je savais qu'on avait beaucoup de réservations. Et je me suis dit, ça va jamais aller si on accepte 2 personnes. Donc j'ai dit, 죄송합니다. Et puis le patron, mais je l'avais pas vu. Si je l'avais vu, j'aurais dit oui, bien sûr. Il était derrière et commence à me dire ah. Et il commence à parler en coréen en mode pourquoi je les accepte pas? Qu'est-ce qui se passe? Ah, il était très fâché que je refuse 2 clients. À part ce patron qui est coréen,
tous les autres employés sont francophones, ou presque. Dans la cuisine, par exemple, on a un Sénégalais qui parle français, une Marocaine qui parle français aussi. Les autres, ils parlent tous anglais. Et en salle, je suis avec des très chouettes personnes, notamment une Française, une Indienne, une fille qui vient du Myanmar aussi. Enfin bref, il y a un peu de tous les horizons, mais la plupart des gens parlent français. Donc je suis pas trop dépaysée, c'est quand même très chouette. Et contrairement à ce que je pensais, en fait, ils sont très chill. Rien qu'au niveau vestimentaire, je m'attendais à ce qu'on porte une tenue imposée. Et en fait, c'est tellement chill que je pense que tu peux même venir en jogging travailler, personne ne va rien te dire, quoi. Par contre, j'en peux plus des Coréennes qui se prennent en photo H24. Je pense que les Coréennes, elles vivent vraiment pour les caméras, mais c'est un autre level, genre. J'ai une anecdote. C'était l'anniversaire d'une amie du patron. Et donc mon manager, il me dit va lui chercher une tasse du restaurant et va lui offrir. Je dis ouais, ça va être cool. J'arrive, je lui dis que c'est un cadeau pour elle. Et là, elle me sort quoi? Attends. Elle commence à poser son téléphone et à se filmer, recevoir le cadeau. Elle 감사합니다. Je pense que pourrais vous parler encore plus de mon travail, mais je pense que je vais attendre d'avoir fini de travailler là-bas pour pas avoir de problème en fait. Autre question, est-ce que tu as eu le mal de pays? Si oui, combien de temps ça a duré? Bien sûr, surtout au début, je savais pas vers quoi j'allais en fait. Maintenant que j'ai respecté mes besoins, maintenant que je sais vers quoi je vais, je pense que je suis rassurée et que je profite un peu plus. Le mal du pays, je pense que c'est un peu tout le temps. Quand on se retrouve seul, on a d'office le mal du pays. Par contre, quand on s'amuse avec des potes dehors, tout va bien. Mais ouais, je pense que c'est vraiment quand on se retrouve seul et qu'on a le temps de réfléchir au sens de la vie. Comment ça se passe niveau socialisation? Grâce au restaurant, j'ai fait des chouettes rencontres. Comme je vous ai dit, mes collègues sont vraiment très très chouettes. C'est que des filles, donc elles sont toutes très chouettes. Dans mon building aussi, j'ai pas mal de chouettes personnes. Après, si on veut parler de la socialisation avec les Coréens, c'est très différent. J'ai l'impression que ça se fait beaucoup moins naturellement qu'avec des étrangers. J'ai une amie coréenne que je connaissais parce qu'elle avait beaucoup voyagé et qu'elle était venue en Belgique. À part elle, je connaissais pas d'autres Coréennes. J'ai pas spécialement envie d'utiliser les applications de rencontres parce que je sais que même si c'est des applications pour faire des rencontres amicales, la plupart des Coréens, ils veulent juste pécho des étrangères en fait. D'ailleurs, en parlant de ça, les seuls Coréens qui m'ont abordé dans la rue, c'était pour avoir mon Kakao Talk. Grosso modo, l'application Messenger que tout le monde utilise ici. C'est assez cocasse parce que dès que je leur dis Namja Chingu Iseo, ils disparaissent, ils s'évaporent. Ils me disent même pas au revoir, bonne journée, ils disparaissent. C'est dingue. J'en ai déjà parlé, je pense, dans une autre vidéo, mais vraiment, je trouve ça très marrant parce qu'ils n'insistent vraiment pas du tout. Ils comprennent le message, ils s'en vont. Comment te sens-tu après avoir laissé ton petit ami et ta famille? Étant donné que je savais depuis longtemps que j'allais partir, mon copain et moi, on s'est préparés à ça. C'est-à-dire qu'on a pleuré des semaines avant mon départ. J'ai tellement pleuré que le jour où je suis partie, j'ai presque pas pleuré en fait. Le plan de base, comme je restais 10 mois, c'était que mon copain vienne me voir probablement fin janvier ici. Comme je reviens bientôt, il va pas venir ici en janvier, ça n'a pas de sens. Donc voilà, je pense qu'on le vit assez bien parce qu'on a aussi vécu un certain moment séparés. Mon copain, il est parti au Danemark pendant plusieurs mois pour son stage. Et on s'est vus peut-être une fois tous les 2 mois. Et ça s'est très bien passé comme ça. Donc je pense que chaque relation est différente, mais la relation avec mon copain se passe assez bien à distance. Et bien sûr, j'ai extrêmement hâte de le retrouver. Et par rapport à ma famille, j'étais surtout triste de laisser ma mère seule. Et puis au final, je me suis dit que j'allais la retrouver bientôt aussi. Question sur la Corée maintenant. À quel point la culture de la réussite un peu cliché en Corée du Sud est réelle? J'aime bien cette question. Merci à toi, Coco. Étant donné que je ne suis pas étudiante, j'ai pas directement l'occasion de voir des étudiants ou d'être en contact avec eux. Après, l'université près de chez moi, la Sungkyunkwan University, qui est assez bien notée d'ailleurs, très bonne université. Je vais là-bas pour squatter parfois. Je vais notamment à la cafétéria, parce que la cafétéria est ouverte à tous. Donc pour 5500 won, je peux avoir un repas complet même si je ne suis pas étudiante. Génial. Mais même si je ne suis pas étudiante, je remarque quand même qu'il y a une culture de beaucoup étudier. Par exemple, il y a des cafés qui sont ouverts 24 heures sur 24 et ils s'appellent Student Café. C'est vraiment des cafés ouverts pour les étudiants.
Parce que les étudiants étudient la nuit aussi. Dans pas mal de magasins aussi, on peut trouver des timers parce que les Coréens calculent tout le temps le nombre d'heures qu'ils étudient. Ces détails laissent penser qu'ils étudient beaucoup. Hier, j'ai vu que la rue pour aller vers l'université était complètement bloquée. Il y avait des grands panneaux qui disaient « interdit aux parents »,« interdit aux accompagnants ». En gros, c'était que les étudiants qui pouvaient y aller parce que figurez-vous que c'était l'examen d'entrée le plus important dans la vie des étudiants coréens. En gros, c'est des étudiants qui sont en réto, donc dernière année d'école secondaire, et qui vont passer un test en novembre. Donc là, je pense que c'était hier, le 18 novembre. C'est un test qui va durer plusieurs heures, genre 8 ou 9 heures. Un test sur différents thèmes, que ce soit les mathématiques, anglais, les sciences, etc. C'est des questions à choix multiples et ouais, ça dure super longtemps. Et ce test, en fait, il s'y prépare pendant des heures et des jours à l'avance. L'objectif, c'est d'obtenir le score le plus élevé afin d'aller dans une des meilleures universités. Les 3 meilleures universités en Corée du Sud, c'est la Seoul National University, la Korea University et la Yonsei University. L'acronyme, c'est SKY. En bref, aller dans la meilleure université, c'est ce qui compte le plus et c'est grâce à cet examen d'entrée que vous pouvez le faire. J'en ai déjà parlé avec des Coréens. Pour eux, c'est vraiment la honte d'aller dans certaines universités. Certains Coréens ont tellement honte qu'ils n'osent pas dire dans quelle université ils vont. De l'autre côté, c'est tellement une fierté d'aller dans certaines universités qu'ils portent des habits de l'UNIF. Alors, je sais qu'en Belgique, on peut avoir, vous savez, le pull de la faculté, nanani nanana, mais ici, c'est un autre level, les gars. Ici, c'est presque de la propagande. Parce que t'as la veste, t'as le bonnet, t'as l'écharpe, t'as la bouteille, t'as la gourde, t'as le plumier, t'as le crayon, t'as le pyjama. Enfin, t'as tout avec le logo de l'université. T'imagines un peu, tu dépenses toute ta thune dans les habits de l'université pour au final rater tes études. Bref, en tout cas, je sais que la Sungkyunkwan University tout près de chez moi, c'est une université assez prestigieuse parce que tout le monde a la veste. Alors, il y a différents types de vestes. Il y a la veste longue, il y a la parka longue, le petit bomber. Il y a plein de vestes. Je pense qu'en Belgique, on a un peu moins cette idée reçue de prestige de l'université. Alors certes, on est conscient que certaines universités sont mieux notées que d'autres, mais on n'est pas gêné d'aller dans certaines universités, je pense. Est-ce qu'il y a des infrastructures pour les vélos et quelle est la place de la voiture à Séoul? Ça, c'est mon moment pour râler. Il n'y a presque aucune infrastructure pour les vélos, c'est-à-dire que les vélos roulent sur le trottoir. C'est super dangereux. En tant que passant qui marche sur le trottoir n'est pas toujours très grand. On a parfois un casque, on n'entend pas qu'il y a un vélo derrière. Donc je trouve ça très très dangereux. Sachant qu'en plus, sur la route, il y a parfois même 4, 5, 6 bandes et elles sont toutes réservées aux voitures et aux bus. Il y a des bandes cyclistes, mais très peu. Du style, je pense qu'il y en a proche des rivières, proche de l'eau en général. Mais sinon, que dalle. Et la place de la voiture est beaucoup trop grande. Comme je vous dis, les rues sont à plusieurs bandes. Ici à Séoul, c'est dingue. J'aimerais vraiment pas conduire ici par contre. Dans la plupart des grosses avenues, c'est 4, 5, 6, 7 ou 8 bandes. C'est très impressionnant. Est-ce que les Coréens sont sympas? Je dirais que la plupart des Coréens sont sympas. Ils sont curieux, mais en même temps, ils sont dans leur bulle. C'est-à-dire qu'ils vont éviter de croiser ton regard. Mais c'est possible qu'ils te regardent, mais c'est plutôt une curiosité gentille. J'ai jamais ressenti que c'était une curiosité malveillante, à part pour certaines personnes qui me regardent et qui se tapent des barres pour une raison inconnue. Oui, donc je dirais la plupart des Coréens sont sympas. Les personnes âgées parfois sont aigries, pour être honnête. Genre j'ai une amie qui est blonde, qui est française, et les blonds ici c'est très très rare. Elle habite dans un quartier à Suwon, donc c'est un peu éloigné de Séoul. Et en fait là-bas, les personnes âgées limite crachent sur elle ou vont la taper avec leur canne. Quel est le coût de la vie ici? Je vous ai déjà dit, on peut avoir un repas complet pour 4 à 5 euros. J'ai regardé sur internet et j'ai vu qu'en moyenne, le coût de la vie concernant les restaurants en Corée du Sud revient à 38% moins cher qu'en France. Et ce que je trouve exceptionnel aussi, c'est tous les produits technologiques. Enfin, produits technologiques, je veux dire tout ce qui est selfie stick, protection d'écran, coque pour téléphone. Tout ce qui est lié
aux ordinateurs, aux téléphones et tout. En fait, on peut trouver pour très peu cher. Je trouve ça très chouette. On peut acheter une vitre de protection pour genre 1 € ou même moins. Donc je trouve qu'il y a des choses qui sont très intéressantes à acheter ici, notamment ces produits. Aussi au niveau des habits, il y a tellement de choix. Ici à Séoul, c'est pas juste quelques grosses boutiques, non. Il y a des milliers de boutiques. Le shopping est infini ici. Et les habits sont pas si chers que ça, honnêtement. Puis il y a parfois des grosses promos, genre la petite veste que je porte là. Je l'ai achetée au Top 10, qui faisait une promo 1+1. Donc j'ai pu m'acheter 2 vestes pour le prix d'une. Une question que je trouve très fun. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Est-ce que tu as eu des chocs culturels? Genre des Coréens qui ont fait des dingueries qui t'ont donné envie de fuir? J'aime beaucoup cette question. Il y a une seule chose qui me donne envie de fuir, de dégoût, les crachats. Ici, peu importe le sexe, homme, femme, peu importe, tout le monde crache au sol. Les petites filles toutes mignonnes, petites jupes, petits talons, elles lâchent des gros crachats au sol. Alors en général, les gens qui crachent, c'est les gens qui fument, parce que je sais pas, ils ont besoin de cracher pour extérioriser je ne sais pas quoi. Mais c'est pas juste des petits... c'est des... Un gros jet. Ah, chaque fois que je vois ça, ça me dégoûte, ça me répugne. En plus, c'est pas les gens moches qui font ça. Je vous dis, tout le monde. Donc même les beaux gosses. Même les beaux gosses de K-drama, ils font ça. C'est juste, on le montre pas dans les K-dramas, mais ils crachent tous. Bref. Sinon, il y a plein de choses qui m'ont marqué positivement. Je pense que je pourrais faire une vidéo complète parce que j'ai une liste énorme. Genre, littéralement, ça c'est ma liste. Je peux vous en citer quelques-unes. J'aime beaucoup la politesse ici. Le fait qu'on baisse la tête pour dire bonjour. Le fait que pour payer ou pour donner quelque chose, on met sa main comme ceci. Au restaurant, tu payes un plat, mais t'as l'eau gratuite et t'as plein de side dishes à côté qui sont gratuits. Le silence dans les transports en commun. Le silence dans les salles de cinéma aussi, la propreté dans les salles de cinéma, la patience des Coréens. Ça les dérange pas du tout de faire une file de 3 heures. Ils sont très patients. Pourtant, à l'opposé, ils sont pali. C'est l'expression pour dire ils sont vite. Ils aiment bien que tout aille très vite. Donc, par exemple, les bus ici, ils viennent, ils s'arrêtent 5 secondes et puis ils partent. Ils t'attendent pas. Donc tu dois courir quand tu vois ton bus. Il y a des miroirs partout. Dans les métros, par exemple, tu as des gros miroirs de 2 mètres de haut. Les Dunkin' ici, c'est pas des Dunkin' Donuts, c'est des Dunkin' tout seuls. Dunkin'. Ils vendent des sandwichs. Ils vendent des donuts, mais presque pas. Ils vendent des sandwichs et des salades. Pourquoi faire? Comme je vous ai dit, j'ai encore d'autres choses, mais je pense que je vais les garder pour une autre vidéo. Maintenant, mes projets personnels. Des idées pour la suite après cette année. Je ne vous l'ai pas dit, mais je rentre pas directement en Belgique mi-janvier. En fait, je vais 2 semaines au Japon. Le Japon, mon pays de cœur. Le 14 janvier au matin, je m'envole pour Tokyo, l'aéroport de Narita. Et puis j'y reste 2 semaines. Donc au final, je rentre en Belgique plutôt début février. Alors après ça, je vais sûrement reprendre un taf pour me refaire des économies. Économies que j'aurais perdues, mais pas à mauvais escient. Franchement, je suis contente de chaque achat que j'ai fait ici, je regrette rien. Je regrette peut-être avoir acheté du slime pour qu'il sèche 2 jours après. Mais je suis quand même contente de l'avoir acheté. Comment se déroulent tes journées là-bas? As-tu une journée type? Si oui, comment se déroule-t-elle? J'ai envie de vous dire, quand on reste au même endroit, qu'on loge au même endroit, il y a une routine qui s'installe très vite. Parce qu'on revient tout le temps dans le même quartier. J'aime pas trop la routine, mais je commence à avoir mes restos favoris où je vais manger quand je sais pas où je vais manger. Le plus gros souci que j'ai pour le moment, c'est que quand je travaille, je fais des night shifts. Donc je fais de 17 à 23 heures, mais parfois ça peut durer jusqu'à minuit, 1 heure. Et là, quand je rentre chez moi, il est facilement 2 heures du mat. Donc en fait, je suis un peu dans une routine où je vais dormir super tard et je me lève tard aussi du coup. Donc ma journée type, c'est de me lever après 10 heures. Parfois c'est 11 heures, 11h30. Je déjeune pas. J'attends midi, 13h, 14h pour manger. En général, chaque jour, j'essaye de faire une activité. Et puis un jour par semaine, c'est mon jour repos. Je reste ici et je fais mon linge. Des activités, ça peut être aller dans un musée, retourner... Parfois, je retourne dans des endroits où je suis déjà allée pour reprendre le temps de mieux visiter. Parfois, ça peut être
des trucs un peu plus chers. Ce que je me suis offert, c'est par exemple aller chez le coiffeur, faire un personal color analysis, un traitement à la clinique aussi, l'aquapil. Donc voilà, mes journées sont pas excessivement chargées. J'essaye de faire tout ce que j'ai envie de faire en fait, avant de partir. Que comptes-tu visiter que tu n'as pas encore vu? Qu'as-tu prévu comme excursion? C'est une très bonne question, mais le truc c'est que j'ai noté plein d'idées. Je vous ai déjà dit, j'ai noté plein d'idées sur Notion, mais la question c'est comment j'organise ça, parce que du coup j'aimerais bien en décembre arrêter le travail et visiter d'autres villes en Corée. Mais je sais pas du tout encore quoi, ni quand, ni où, ni qu'est-ce. Il faudrait que je prenne le temps de me poser et de me dire, ok, je vais me faire un vrai planning, je vais faire ça, 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 et je dois faire pareil pour le Japon, parce que là j'ai juste mon avion aller-retour. Donc c'est assez marrant parce que du coup, je retourne en Belgique à partir de Tokyo. Donc je fais Tokyo, Singapour, Singapour, Francfort et puis Francfort, Bruxelles. Ça va être très très long aussi, mais je voulais économiser de l'argent. Ce que je compte faire, les excursions que je compte faire, je pense que j'en parlerai peut-être un peu plus tard. Dernière question, mais pas des moindres. Est-ce que tu te verrais vivre là à long terme? Ou à l'étranger en général? Franchement, la Corée du Sud, c'est un chouette pays, mais j'ai l'impression que ça met un peu des bâtons dans les roues des étrangers, notamment pour tout ce qui est visa. Je trouve que c'est assez difficile d'obtenir les visas. Alors c'est encore plus difficile quand on veut aller en Chine. En fait, il y a beaucoup de bâtons dans les roues au niveau administratif qui donnent pas envie de rester en fait en Corée du Sud à long terme. Mon rendez-vous pour avoir l'Alien Resident Card, donc l'ARC, c'est assez mal passé parce que quand j'y suis allée, mon nom n'était pas sur la liste et puis on me fait comprendre que je suis allée au mauvais bureau. Ah bon? Donc je suis restée genre 2h30 sur place pour passer dans les derniers. Mes photos que j'avais prises étaient trop petites, j'ai dû refaire des photos, enfin bref, ça s'est pas bien passé. Moi, dans ma carrière future, je suis plutôt dans l'optique d'avoir une carrière internationale, pouvoir voyager, pouvoir parler différentes langues. Mais je sais pas si j'aimerais vivre ici en Corée du Sud. Encore une fois, je vous dis hors de question que je conduise dans ces rues, mais peut-être faire de temps en temps des conférences ici ou au Japon. Je pense pouvoir voyager temporairement dans les pays asiatiques, ça me plairait énormément. Et voilà, c'est fini. Je crève de froid maintenant. Je sais pas si on voit, j'ai pas les mains spécialement rouges, mais j'ai très froid. À tous ceux qui sont restés jusqu'au bout, gros cœur sur vous. Et aussi à tous ceux qui m'ont posé des questions, gros cœur sur vous aussi. N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram si c'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi me poser des questions en commentaire ou en privé sur mon Instagram. J'espère que ça vous aura diverti. Moi je rentre parce que je crève de froid et je vous revois très bientôt. Plein de gros bisous.